Quand les premiers rayons du soleil dissipent la brume matinale sur les acacias, le sol de la savane commence à s'animer avec l'activité d'une société qui suit une discipline militaire. Depuis la sécurité des grands arbres ou des falaises rocheuses, la troupe de babouins descend, une force collective d'une 50aine d'individus ou plus, prêts à revendiquer leur territoire. Ce ne sont pas de simples charognards, mais une machine biologique de recherche de nourriture, dotée d'une intelligence aiguë et d'une structure sociale machiavélique. Avant de nous enfoncer dans la brousse où chaque ombre cache un prédateur, assurez-vous de rejoindre notre troupeau. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas être à la traîne dans cette expédition et activez la clochette. C'est le seul moyen pour que votre instinct vous avertisse lorsqu'une nouvelle histoire sauvage est sur le point de commencer. La vie ici est un jeu d'échecs permanent. Au centre de la troupe marchent les mâles dominants, des bêtes impressionnantes de 30 kilos dont les épaules sont recouvertes d'une épaisse fourrure qui exagère leur taille. Leur pouvoir n'est pas seulement physique, mais aussi politique. Ils maintiennent l'ordre par des regards intimidants et l'exposition occasionnelle de leurs armes les plus meurtrières. Des canines acérées comme des rasoirs qui peuvent en dépasser 5 cm de longueur, conçus non pas pour mâcher paix, mais pour déchirer et menacer. Cependant, la véritable cohésion du groupe se tisse dans les moments de calme. Le toilettage est la monnaie d'échange de cette société. Des doigts habiles et délicats parcourent le pelage des autres, éliminant les parasites et la saleté, mais surtout forgeant des alliances et apaisant les tensions. C'est un investissement diplomatique nécessaire, car la savane ne pardonne pas aux solitaires. Ce sont des omnivores opportunistes, capables de digérer aussi bien les fibres dures des bulbes souterrains que la viande fraîche d'un petit antilope, grâce à un système digestif robuste et polyvalent. Mais cette confiance collective a une limite, et cette limite se trouve là où l'herbe devient trop haute, ou où la densité des arbres riverains projette des ombres profondes et statiques. À mesure que l'après-midi touche à sa fin et que la lumière devient dorée et traîtresse, la troupe se tend. Un silence soudain remplace l'agitation habituelle. Un guetteur, perché sur une branche haute, émet un aboiement strident et guttural, l'alarme de panique absolue. Les babouins mâles courent vers l'avant pour former une barrière défensive, montrant leurs dents dans une grimace d'agressivité défensive, tandis que les femelles et les petits s'enfuient vers les cimes les plus hautes. Ils savent qu'ils sont observés. Dans le jeu d'ombre et de lumière du feuillage dense, quelque chose s'est déplacé avec une fluidité liquide, un maître de la discrétion pour qui le babouin n'est pas un rival, mais une proie de choix. C'est l'ombre qui chasse, le fantôme des arbres. Cette panique justifiée dans la cime des arbres révèle la présence du prince des ténèbres et de la discrétion. Alors que les babouins crient depuis leur refuge précaire, le léopard se matérialise dans les broussailles, une silhouette d'une beauté mortelle qui semble avoir été tissée à partir des ombres et des lumières même de la forêt. Ce félin solitaire est l'incarnation même de la patience. Contrairement à d'autres prédateurs qui comptent sur la vitesse pure ou la force brute du nombre, le léopard mise sur l'invisibilité. Son pelage est orné de rosettes, des motifs complexes qui brisent les contours de son corps, lui permettant de se fondre parfaitement dans la lumière tamisée qui filtre à travers les feuilles. Il peut rester immobile pendant des heures, figé dans une tension parfaite, laissant une proie passer à moins de 5 mètres sans détecter sa présence. Son anatomie est un triomphe de l'ingénierie évolutive, conçue pour l'embuscade et la puissance verticale. Bien qu'il soit plus léger que le lion, sa densité musculaire est extraordinaire. Ses pattes sont courtes et robustes, équipées de griffes rétractables aussi tranchantes que des scalpels qui lui confèrent une traction inégalée. Quand il attaque, c'est une explosion d'énergie cinétique. En 3 secondes, il peut atteindre sa vitesse maximale de 58 km à l'heure,
même s'il a rarement besoin de courir autant. Son objectif est une attaque chirurgicale. Un bond, une étreinte mortelle avec ses griffes avant et une morsure étouffante directement à la gorge. Cependant, le succès de la chasse s'accompagne d'un nouveau danger. Dans la savane, une proie abattue est une invitation ouverte au vol. Conscient de sa vulnérabilité face à des prédateurs plus grands ou à des meutes agressives, le léopard doit accomplir un exploit de force herculéenne. S'agrippant à sa victime avec ses mâchoires, il utilise son incroyable puissance centrale pour soulever un poids, pouvant dépasser jusqu'à 3 fois le sien, le traînant verticalement le long du tronc rugueux d'un acacia ou d'un baobab. Là-haut, en sécurité dans les hautes branches, le léopard peut se nourrir tranquillement, hors de portée des voleurs terrestres. Mais l'odeur du sang frais est volatile et se propage rapidement avec le vent chaud de l'après-midi. Pendant que le félin se repose, l'odeur de son festin commence à se répandre dans les plaines ouvertes, atteignant les narines des grands troupeaux qui pèsent au loin, alertant les herbivores que la mort est proche et éveillant l'intérêt des opportunistes qui sont toujours à l'affût. Cette odeur métallique de sang qui flotte dans la brise, provenant de la proie capturée par le léopard dans les hauteurs, ne passe pas inaperçue. En bas, se déplaçant parmi les ombres allongées des buissons épineux, une silhouette débraillée et fantomatique répond à cet appel chimique, émergeant comme un spectre de la terre aride, la hyène brune. Contrairement à sa cousine plus célèbre et plus bruyante, la hyène tachetée, cet animal est un vagabond solitaire et silencieux de la nuit. Son apparence est unique et primitive. Elle a un pelage long, rugueux et sombre, qui pend sur ses flancs comme une cape en lambeaux, conçue pour se hérisser de façon spectaculaire en cas de conflit, augmentant ainsi sa taille apparente face à ses rivaux. Ses pattes, marquées de rayures semblables à celles d'un zèbre, lui permettent de marcher sans relâche. La hyène brune est une merveille d'endurance aérobie. En une seule nuit, ce charognard nomade peut parcourir plus de 40 km dans une quête obsessionnelle de nourriture. Il ne mise pas sur la vitesse explosive, mais sur la persévérance. Son crâne massif abrite des mâchoires capables d'exercer une pression dévastatrice, conçues par l'évolution pour broyer les os que d'autres prédateurs, comme le léopard ou le guépard, ont laissés derrière eux. Son système digestif est capable de dissoudre et d'extraire les nutriments des fragments osseux, de la peau dure et des vieux tendons, exploitant jusqu'à la dernière calorie dans un environnement où le gaspillage équivaut à la mort. Bien qu'elles chassent seules pour couvrir un maximum de terrain, leur vie sociale est complexe. Elles rentrent à l'aube dans une tanière commune, où règne une hiérarchie stricte mais coopérative. Là, les adultes apportent de la nourriture aux petits, qui ne sont pas forcément les leurs, dans un acte d'altruisme familial essentiel à la survie du clan. Cependant, leur marche solitaire au clair de lune est pleine de dangers. Alors que la hyène brune trotte avec sa posture inclinée caractéristique, baissant la tête pour renifler le sol, ses grandes oreilles pointues tournent comme des radars. Elle a détecté une vibration dans le sol, un grondement rythmique et lourd qui n'augure rien de bon. Elle s'arrête et se fond dans l'ombre, cédant le passage, car elle sait que dans la hiérarchie de la force brute de la savane, il y a des géants qu'il vaut mieux ne pas défier. Ce grondement rythmique et constant que la hyène brune a détecté dans le sol ne provenait pas d'un troupeau d'herbivores terrestres, mais du choc violent des vagues de l'océan Atlantique contre la côte dite des squelettes. La hyène a marché jusqu'au bord même du continent, là où le désert brûlant rencontre la mer glacée, pour trouver une source de nourriture saisonnière et abondante. Une colonie colossale d'otariers du Cap. Ici, la solitude du désert fait place au chaos de la vie. Des milliers de corps sombres et brillants recouvrent le sable, créant une cacophonie de bêlements, de rugissements et d'aboiements qui couvrent le bruit du vent. Ces pinnipèdes sont les maîtres de deux mondes,
même si leur véritable domaine se trouve sous la surface. Sur Terre, ils se déplacent avec une maladresse trompeuse, traînant leur corps lourd sur des nageoires qui ont évolué à partir de mains et de pieds, mais qui fonctionnent désormais comme des rames. La vie dans la colonie est une lutte brutale pour l'espace et le droit de procréer. Les mâles dominants, des colosses pouvant peser plus de 300 kilos, surveillant leur harem avec une ardeur infatigable. Leurs coups sont protégés par une crinière épaisse et calleuse, une armure naturelle contre les dents de leurs rivaux dans des combats qui peuvent durer 20 minutes, épuisant leurs réserves d'énergie alors qu'ils jeûnent pendant des semaines pour ne pas perdre leur position. Pour survivre dans les eaux glacées du courant de Benguela, ils ont développé une adaptation essentielle, une fourrure dense et une couche de graisse isolante. Contrairement aux vrais phoques, ces loups de mer ont des oreilles visibles et la capacité de tourner leurs nageoires arrière vers l'avant, ce qui leur permet de marcher sur les rochers glissants. Cependant, la faim les oblige à quitter la sécurité relative du rivage. Les mères doivent laisser leurs petits vulnérables sur la plage, à la merci des hyènes et des chacals, pour s'aventurer en mer et chasser des poissons et des calmars. En plongeant, elles se transforment. Leur maladresse disparaît et elles deviennent des torpilles agiles, capables de retenir leur respiration pendant 7 minutes et de plonger à plus de 200 mètres de profondeur. Mais l'océan n'est pas un refuge sûr. En traversant la zone de déferlement, elles entrent dans un domaine où elles cessent d'être les chasseuses pour devenir la proie préférée du prédateur le plus redoutable de ses eaux. Pendant que les loups de mer adultes luttent contre les vagues et les prédateurs des profondeurs, un autre drame se joue sur le rivage. Un drame de vitesse et de ruse opportuniste. Parmi les dunes de sable qui bordent la colonie, une silhouette élégante et légère observe de ses yeux ambrés, calculant le moment précis pour attaquer. C'est le chacal à dos noir. Ce canidé est un survivant né, représentant d'une lignée ancienne qui parcourt ces terres depuis des millions d'années, bien avant l'apparition des loups modernes. Son nom vient de la selle distinctive de poils noirs et argentés qui parcourt son dos, une marque d'identité qui contraste avec la teinte rougeâtre et dorée de ses flancs. C'est un animal fait pour l'agilité. Ses pattes longues et fines lui permettent de se déplacer avec la grâce d'un danseur sur le sable chaud, en esquivant les attaques maladroites mais dangereuses des loups de mer adultes qui défendent leur territoire. La vie du chacal sur la côte est un jeu à haut risque. Il s'attaque au bébé otari, laissé momentanément seul ou malade. Avec une audace surprenante, le chacal s'aventure au cœur de la colonie, contournant des géants de 300 kilos pour arracher une bouchée. Cependant, son succès ne dépend pas seulement de l'individu, mais aussi du couple. Ces animaux sont strictement monogames et forment des liens qui durent toute leur vie, chassant et patrouillant ensemble dans une coordination presque télépathique pour assurer la survie de leur propre portée cachée dans des terriers souterrains. Mais le chacal ne se limite pas à la côte. C'est un habitant omniprésent qui relie la mer à l'intérieur de la savane. C'est un omnivore polyvalent, capable de manger aussi bien des insectes et des fruits que des charognes. Cependant, sa taille moyenne le place dans une position précaire dans la hiérarchie des prédateurs. Souvent, son ouïe fine, amplifiée par ses grandes oreilles verticales, capte le bruit d'ailes immenses fendant l'air ou le cri de ses concurrents descendant du ciel. Il sait qu'il n'est pas le seul à chercher à profiter des faibles ou des restes des morts. En levant les yeux vers le ciel bleu pâle, le chacal aperçoit des cercles sombres qui planent au-dessus de la savane, signe indéniable qu'un décès est survenu quelque part à proximité et que les nettoyeurs suprêmes sont sur le point d'atterrir. Tout comme le chacal et la hyène profitent de chaque occasion pour survivre, ne laisse pas passer ce moment. Si tu apprécies ce voyage le long de la côte sauvage, laisse ta trace dans la vidéo
avec un « j'aime ». Aide-nous à traquer l'algorithme pour que ces histoires aillent aussi loin qu'un prédateur dans la nuit. Les chacals, bien que rusés, savent reconnaître quand leur tour est terminé avant même de commencer. La présence qui a dispersé les petits charognards ne vient pas du ciel, mais se matérialise à partir de l'herbe dorée elle-même, camouflée si parfaitement qu'elle semble être une extension de la terre elle-même. C'est la lionne, la véritable architecte de la vie et de la mort dans la plaine. Alors que le mâle arbore la couronne et la force brute pour défendre le territoire, c'est la femelle qui possède la ruse mortelle nécessaire à la survie quotidienne de la meute. C'est une machine de chasse perfectionnée, de 130 kilos de muscles purs, dépourvue de la lourde crinière qui pourrait la trahir ou la faire surchauffer pendant la poursuite. Son pelage court et de couleur blé sec la rend invisible dans la savane, lui permettant de s'approcher de ses proies jusqu'à une distance critique de 30 mètres avant de lancer l'attaque. Contrairement au léopard solitaire, la force de la lionne réside dans la fraternité. Ces félins fonctionnent comme une unité tactique militaire. Pendant la chasse, elles communiquent avec un langage corporel subtil. Un mouvement d'oreille, un changement de position de la queue. Elles déploient une stratégie de contournement complexe où les femelles plus âgées et expérimentées conduisant la proie vers une embuscade préparée par les plus jeunes et les plus rapides. Quand la course commence, la lionne est une bombe capable d'atteindre des vitesses de 60 km à l'heure, même si son endurance est limitée. Elle doit vite plaquer sa cible en utilisant ses griffes recourbées pour s'accrocher à la peau de la victime et la déséquilibrer. La mort ne survient pas par déchirure, mais par asphyxie. Ses mâchoires se referment sur la trachée de la proie dans un baiser de la mort, qui coupe le flux d'air, mettant fin au combat avec une efficacité brutale. Cependant, après l'effort titanesque de la chasse, la lionne est épuisée. Sa respiration est lourde, et son flanc s'agite visiblement, tandis qu'elle appelle la meute et ses petits pour partager le festin. Mais dans la savane, la tranquillité est éphémère. Pendant que la meute se nourrit, le sol commence à trembler sous un poids qui fait paraître la lionne, petite en comparaison. De la lisière des arbres émergent des colosses gris qui ne craignent pas les félins, et dont la seule présence peut contraindre tout un troupeau de lions à battre en retraite à contre-cœur. Le troupeau de lions s'installe pour digérer son festin à l'ombre, le mouvement lourd de ses corps à travers les hautes herbes provoquant une panique soudaine dans le microcosme qui existe au niveau du sol. Parmi les tiges dorées, une créature qui préfère l'invisibilité à la fuite s'envole bruyamment à la verticale, le francolin. Ces oiseaux, parents des perdrix et des faisans, sont les habitants discrets mais omniprésents du sol de la savane. Leur survie dépend d'un plumage au design raffiné, une mosaïque de brun, de crème et de noir qui imite parfaitement la texture de la terre sèche et de la végétation morte. Ils ont tellement confiance en ce camouflage qu'ils restent souvent immobiles jusqu'à ce qu'une menace soit à moins de 2 mètres, moment où ils brisent leur légère couverture d'un battement d'ailes explosif destiné à surprendre l'intrus. Cependant, l'air n'est pas leur élément. Leurs ailes sont courtes et arrondies, conçues pour des rafales de puissance et non pour l'endurance. Ils ne volent que le temps nécessaire pour se mettre en sécurité, puis replongent vers la sécurité des buissons. Ce sont des coureurs nés, zigzagant entre les épines avec une agilité surprenante à la recherche de graines, de bulbes et d'insectes. On les voit souvent fouiller avec enthousiasme dans le fumier laissé par les grands herbivores ou même près des restes laissés par les lions, profitant des insectes attirés par la matière organique. La vie sociale du francolin est bruyante. À l'aube et au crépuscule, leurs cris stridents et répétitifs forment la bande sonore de la savane, un chœur qui sert à marquer leur territoire et à maintenir le contact entre les couples monogames.
Les mâles ont des ergots acérés à l'arrière de leurs pattes, des armes qu'ils utilisent dans des duels féroces pour la domination et les femelles. Mais vivre au sol comporte des risques constants. Leurs nids sont de simples dépressions dans le sol, cachées seulement par un bouquet d'herbes où la femelle pond jusqu'à 6 œufs. Les adultes et leurs nids sont vulnérables. Tandis que la francoline picore le sol, toujours alerte, elle doit surveiller non seulement les ombres qui rampent sur le sol, mais aussi les silhouettes rapides qui patrouillent, depuis les hauteurs, attendant la moindre erreur de ces oiseaux terrestres. Le bruit soudain et bruyant du francolin dans les broussailles n'est pas un événement isolé. Il agit comme une sirène d'alerte aérienne pour les véritables athlètes de la plaine. En entendant le battement des ailes, des centaines de têtes se lèvent à l'unisson, cessant instantanément de paître. Les légions de la savane entrent en scène. Les antilopes, bien que la savane abrite de nombreuses espèces, du majestueux koudou au petit dik-dik, c'est l'impala qui définit le rythme de vie dans ces prairies. Ces animaux vivent dans un état de paranoïa permanent, une névrose évolutive nécessaire pour survivre dans un monde où tout le monde veut vous manger. Leurs grands yeux sombres sont situés sur les côtés de la tête, ce qui leur donne un champ de vision panoramique de presque 360 degrés. Ils peuvent détecter le mouvement d'un prédateur bien avant qu'il ne se montre. Leur principale défense, c'est pas le combat, mais une explosion athlétique. Quand la panique s'empare du troupeau, ils courent pas en ligne droite. Ils font un truc impressionnant appelé pronking, des sauts verticaux avec le dos arqué et les pattes raides qui peuvent les propulser jusqu'à 3 mètres dans les airs. Ce n'est pas juste pour s'enfuir, c'est un signal visuel arrogant envoyé au prédateur, qui lui dit « Je suis en pleine forme physique, me poursuivre te fera perdre ton énergie ». Dans leur course, ce sont des taches de couleur fauve et blanche capables d'atteindre des vitesses de 90 km/h et d'effectuer des virages à 90 degrés sans perdre de traction, défiant les lois de la physique grâce à des tendons dans leurs pattes qui fonctionnent comme des ressorts à haute tension. Cependant, leur vie n'est pas seulement une fuite. Pendant la saison des amours, la savane résonne du choc des cornes. Les mâles dominants, épuisés par la testostérone, se battent férocement pour garder un harem pouvant compter jusqu'à 50 femelles, tandis que les mâles célibataires complotent en périphérie. Mais toute cette activité génère une soif insatiable. Alors que le soleil atteint son zénith et que la chaleur devient oppressante, le besoin biologique l'emporte sur la peur. Le troupeau se dirige nerveusement vers les points d'eau, les endroits les plus dangereux du paysage, où la terre ferme cède la place à la boue et où l'eau trouble cache des géants submergés. Le troupeau d'antilopes s'éloigne en soulevant une fine couche de poussière, le sol qu'il a perturbé devenant le théâtre d'une invasion frénétique et minuscule. Profitant du chaos et du fumier riche en insectes que les grands herbivores ont laissé derrière, une armée de créatures compactes et agiles émerge. Les suricates rayés, communément appelés mangoustes rayées. Contrairement à leurs cousins du désert qui montent la garde debout et seuls, ces animaux prospèrent dans le mouvement constant et le chaos organisé. Ils se déplacent comme une seule entité, un tapis vivant composé de jusqu'à 40 individus qui se déplacent dans l'herbe. Leur nom vient des bandes sombres distinctives qui traversent leur dos, un motif qui, lorsque la troupe se déplace en groupe, crée une illusion d'optique qui déroute les prédateurs, rendant difficile la distinction d'un seul individu à attaquer. Ils sont l'incarnation même de l'hyperactivité. Poussés par un métabolisme rapide, ils passent la majeure partie de la journée le nez collé au sol, communiquant sans arrêt avec un chœur de gazouillis et de grognements doux. Ce contact auditif est super important. Dans les hautes herbes, ils ne peuvent souvent pas se voir les uns les autres, donc le son permet de garder la troupe unie.
Leurs longues griffes, avant recourbées, sont de formidables outils de fouille. Avec une violence soudaine, ils attaquent les monticules de terre et les troncs pourris à la recherche de leur butin, coléoptères, mille-pattes et larves. Mais leur régime alimentaire comprend des défis plus dangereux. Ils sont réputés pour leur capacité à affronter les scorpions et les serpents venimeux. Si un individu trouve un œuf trop dur à mordre, il fait preuve d'une intelligence remarquable. Il tient l'œuf avec ses pattes arrière et le jette avec force contre un rocher, l'une des rares démonstrations d'utilisation d'outils dans le règne animal. La vie sociale de la troupe est intense et étonnamment égalitaire. Contrairement à d'autres carnivores sociaux où seul le couple alpha se reproduit, ici plusieurs femelles donnent naissance à des petits. Dans un fascinant revirement évolutif et visant à éviter l'infanticide et à assurer la coopération, les femelles synchronisent leurs accouchements pour donner naissance exactement la même nuit. Cela crée une crèche communautaire où les petits sont indiscernables et n'importe quelle mère allait n'importe quel petit, assurant ainsi la survie de la prochaine génération grâce à l'effort collectif. Cependant, malgré leur courage et leur nombre, ils sont petits et vulnérables. Alors qu'ils fouillent frénétiquement le sol, une ombre massive et préhistorique se glisse silencieusement vers la rive de la rivière voisine, une force de la nature qui est restée immobile et camouflée dans la boue, observant non pas les mangoustes, mais le chemin par lequel les antilopes sont venues. Le soleil est sur le point de se coucher sur la plaine et le cycle est sur le point de s'achever, mais notre exploration du monde naturel ne s'arrête jamais. Si tu veux être aux premières loges lorsque le soleil se lèvera sur notre prochaine destination, assure-toi d'être abonné et d'avoir activé les notifications. La nature a toujours une histoire à raconter. Sous l'immense ciel africain, il n'y a pas de cruauté, seulement la pure volonté de vivre. C'est ainsi que tourne le cycle éternel de la savane. Une histoire sans fin écrite avec du sang, de la poussière et la promesse d'un nouveau lever de soleil.